Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus ou lâche un petit commentaire. Ça ne te coûte rien, mais moi ça me permet d'être mieux référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire ou Spreadshirt pour arborer mes couleurs. Les liens sont dans la description de la vidéo. Bonjour, et aujourd'hui vous êtes bien dans un épisode de Astronogeek. J'espère que le son est pas trop mauvais parce qu'il y a un petit peu de vent et je n'ai qu'une bonnette en mousse sur mon micro. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler du Big Bang et on va essayer de démonter un petit peu quelques a priori qu'il existe sur le Big Bang. Vous remarquez que c'est pas le décor habituel, c'est normal. J'ai décidé de profiter de mon séjour à Bordeaux pour le vol 0G du CNES pour interviewer le plus connu, le plus intelligent, le seul que j'ai, astrophysicien. T'as oublié le plus beau. Ah oui, le plus beau, Sébastien Carassou, qui a gentiment accepté de démonter avec moi quelques a priori que certains peuvent avoir sur le Big Bang. Jingle. Bon bah Seb, c'est parti, on se fait ça à la bonne franquette. Hein. À la bonne franquette. Alors, il y a un truc dont il faut qu'on parle de toute façon tout de suite. C'est, quand on parle Big Bang, la plupart des gens s'imaginent explosion. Debunk. Alors, le problème avec le Big Bang, c'est que c'est une théorie super importante et qui a quasiment 100 ans aujourd'hui, mais c'est l'une des théories qui est les plus mal comprises, pour la bonne raison qu'elle n'est pas du tout intuitive. Donc cette idée de Big Bang, elle nous vient d'un physicien qui s'appelle Fred Hoyle, qui était un peu un génie, mais toujours un peu fringe dans la science. Il faisait des théories un petit peu bizarres, mais il était quand même très renommé dans la communauté des chercheurs. Et donc un jour, dans les années 50, il donne une interview à la BBC pour parler de cette nouvelle idée d'expansion initiale de l'univers. Alors on croyait au départ que l'univers était statique, et puis au final on s'est rendu compte qu'il était en expansion, je vais y revenir. Et donc Fred Hoyle, qui dans cette interview de la BBC ne croit pas du tout en cette théorie et donc veut la ridiculiser, et donc il dit aux journalistes faut pas y croire à cette fameuse théorie là du Big Bang, mais en fait il le disait pour se foutre de la gueule de la théorie. C'était, exactement. C'est quoi le terme d'ailleurs qu'on dit? C'est pas de la condescendance, c'est de la... C'est du mépris. Du mépris, voilà. C'est totalement du mépris. Donc c'est parti du mépris et ça a déboulé en l'une des expressions les plus connues de la science moderne. C'est con quand même, hein. Oui, ça arrive. T'imagines, c'est un peu comme si les théories de Darwin, on les appelait... attends, c'était quoi l'expression de Garrison? Vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. C'est très poétique, Arnaud. C'est très poétique. Ah, me dis pas que tu connais pas cette référence dans South Park. Hein. Malheureusement, non, je les ai pas tous vus. Tu me déçois. Je suis désolé. Tu me déçois. Bon. Et donc le Big Bang... ça n'est pas... une énorme explosion. Alors, en tout cas, pas comme on l'entend. Disons que quand vous pensez à une explosion, vous pensez à un truc qui part d'un point dans l'espace et qui se répand dans le vide autour de lui. Et bien, le Big Bang, c'est pas ça du tout. C'est pas une explosion dans l'espace. C'est une explosion de l'espace. C'est pas parti d'un point particulier, c'est parti de tous les points de l'univers en même temps. C'est parti de ta chambre, de la galaxie d'Andromède, de la plus lointaine des galaxies, des étoiles les plus proches. Le Big Bang, il a eu lieu partout, mais au même moment. D'accord ? Et c'est cette explosion d'espace et de temps qu'on appelle le Big Bang. Mais c'est pas une explosion dans l'espace et dans Parce le que temps. ce que les gens se figurent la plupart du temps, c'est du vide, une explosion au milieu et boum, ça donne l'univers. Mais non, en fait, c'est... cette explosion, c'est l'univers. Cette explosion, c'est l'univers, exactement. On parle plutôt d'expansion de l'univers plutôt que d'une explosion qui donne déjà des idées intuitives un petit peu bizarres. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'on a tendance à croire que le Big Bang fait référence à l'instant initial. Le fameux instant initial de la création de l'univers. Et donc il y a tout un imaginaire mythique derrière tout ça, derrière cette idée de création. Mais en fait, la théorie du Big Bang, elle nous renseigne jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes après l'instant initial. Bon, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal, mais ça nous dit rien sur l'origine. On est d'accord. C'est dans cette échelle de temps, là, 10 moins 43 secondes, qu'on appelle l'échelle de Planck, toutes les grandeurs physiques
qu'on étudie quand on regarde le Big Bang, toutes les théories qu'on a, vont vers l'infini. Et généralement, quand quelque chose est infini, quand des quantités sont infinies en physique, ça veut dire qu'on l'a mal compris. C'est comme quand on divise par 0. C'est comme quand tu divises par 0, ça fait l'infini, et on n'aime pas ça. Voilà, on n'a pas le droit, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il nous manque une théorie qui explique les 10 puissance moins 43 secondes, les premières, quoi. Voir s'il y avait quelque chose avant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Et donc ça c'est un des a priori, une des idées reçues, des idées fausses sur le Big Bang. Il y en a bien d'autres. On va peut-être pas toutes les faire aujourd'hui, mais on va faire celles dont on entend le plus parler. Oui. Il y en a une notamment, enfin, je sais pas si c'est un a priori sur le Big Bang ou probablement plus une mauvaise conception du Big Bang. J'ai parfois des gens qui me demandent mais comment les galaxies elles étaient arrangées dans ce truc tout compressé, comment elles ont fait pour se séparer les unes des autres sans s'en mêler ou ce genre de choses, et la réponse est... Eh ben la réponse est déjà que j'ai jamais entendu cette idée reçue là, mais c'est pas grave. Mais je pense que dans l'esprit des gens il manque un bout de l'histoire du Big Bang. Alors je vais essayer de le faire en quelques phrases. Parce que, je t'interromps juste, il y a des gens qui pensent que l'univers est sorti du Big Bang comme ça, tout fait, déjà terminé, comme une énorme éjaculation divine. L'univers qui est... Beaucoup de mythes d'ailleurs qui commencent par l'éjaculation divine. Hein. C'est quelque chose dans la psyché collective qui veut dire pas mal de choses sur notre humanité. Oui, non, le Big Bang n'est pas une éjaculation divine, donc il nous manque un maillon de l'histoire, et ce maillon c'est qu'est-ce qui se passe dans l'univers primordial jusqu'à la formation des galaxies. Donc les galaxies se sont formées au fil du temps. Absolument. Pour donner tout ce qu'on observe dans le ciel aujourd'hui, les 2 trillions de galaxies qu'on observe. Mais globalement, l'univers est plus probablement né d'une bouillie de quarks qui ensuite ont donné d'autres particules primordiales, les premiers protons, les premiers neutrons, les premiers électrons, et qui se sont agencés progressivement en atomes, puis en molécules, puis etc. Exactement, mais dans des conditions particulières à chaque fois. Et dans des conditions très particulières. C'est ça qui est important. Mais l'univers n'a pas commencé tel qu'il est aujourd'hui, mais extrêmement condensé. Non, il a mis 13,8 milliards d'années à arriver dans l'état où on le voit à l'heure actuelle. Alors on a des indices sur à quoi ressemblait l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Et donc ça, on le sait essentiellement grâce à une image qui imprègne l'univers aujourd'hui, qui s'appelle le fond diffus cosmologique. Et donc ce fond diffus cosmologique, il a été observé par plein de satellites, dont le dernier c'est le satellite Planck en 2009, un satellite de l'ESA, qui a fait cette photo du rayonnement, c'est un rayonnement en micro-ondes, radio, etc., qui imprègne l'univers et qui rayonne à 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc c'est un rayonnement qui est très froid, très difficile à avoir. Mais la photo qu'on arrive à recueillir grâce à ces satellites, eh ben ça nous révèle un univers, l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. D'accord, donc ça correspond à une période très spécifique de l'histoire de l'univers. Est-ce que tu peux expliquer ça justement? Parce qu'au début de son histoire, l'univers était opaque. Exactement. Et est-ce que tu peux détailler un petit peu ça? Opaque, ça veut dire qu'on ne pouvait pas voir, c'était comme un brouillard, quoi. On était comme dans l'intérieur d'une étoile. On ne peut voir que jusqu'à 300, t'as dit combien? 380 000 ans, hein, c'est ça? 380 000 après, après le Big Bang. Le Big Bang, parce qu'avant, la lumière ne pouvait pas traverser. Exactement. Ça nous fait une espèce de mur, une coquille, qui représente un peu notre univers observable. D'ailleurs, quand les astrophysiciens parlent d'univers, ils ne parlent pas de l'univers dans sa globalité. Ils parlent de l'univers observable, celui qu'on peut observer potentiellement avec des télescopes. Mais est-ce que tu pourrais juste faire une petite parenthèse sur pourquoi l'univers était opaque? Pourquoi l'univers était opaque? Eh ben, en fait, il était tellement dense et chaud. Donc, l'idée principale du Big Bang, c'est que l'univers observable, donc, a commencé en étant très dense et très chaud. Extrêmement dense, extrêmement chaud. Donc, ça, c'est les 2 idées principales. Et enfin, la troisième idée, c'est qu'il était extrêmement simple aussi. Il n'y avait pas les grandes structures qu'on observe aujourd'hui, il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas d'astronogeek, il n'y avait pas de galaxies, etc. Il y avait juste... Il n'y avait pas de vol en 0G. Il n'y avait pas de vol en 0G, donc il y avait juste cette bouillie de particules élémentaires qui était très très simple et qui était partout la même, et partout la même dans toutes les directions. Donc dans le jargon, on dit que c'est homogène et isotrope. Donc partout pareil et partout pareil dans les mêmes directions. Donc l'univers tel qu'il était à cette époque-là, c'était cette bouillie de protons, d'électrons, etc. Donc à partir donc l'univers il s'expand,
il s'étend, pardon, il s'étend au fil des centaines de milliers d'années, et en s'étendant, il se refroidit, parce qu'il devient moins dense, et donc les particules ont plus la place pour bouger, l'univers refroidit. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe à partir d'un certain point seuil, et ce point seuil il est de 3000 degrés, donc 3000 degrés et des pouillèmes en degrés Celsius. On n'est pas à quelques pouillèmes près. On n'est pas à quelques pouillèmes près. Donc quand l'univers arrive à une température de 3000 degrés, eh ben, la température est assez faible pour que les protons et les électrons qui étaient à l'époque libres de se balader un petit peu partout, eh ben, puissent se lier entre eux pour former les premiers noyaux d'atomes. Parce qu'auparavant, tout ce qu'on avait, c'était quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce qui constitue le Soleil. Exactement. Exactement. Même pas le Soleil en fait. Si, le Soleil. Si, c'était clairement l'intérieur du Soleil. Oui, exactement. Ouais, parce qu'en fait, souvent, on pense que le Soleil est une énorme boule de feu ou boule de gaz très chaud, quoi. Mais non, en fait, le Soleil, c'est du plasma, c'est-à-dire la matière réduite à sa plus simple expression. Un atome, ça a un noyau et ça a des électrons qui tournent autour. Au-delà d'une certaine température, les électrons, ils disent on va se promener, on va faire un tour, on reviendra plus tard. Exactement. Donc l'univers primordial, c'est cette soupe de particules élémentaires constituées de protons, d'électrons, etc. qui se baladent dans tous les sens et qui ressemblent un peu au cœur d'une étoile. Aujourd'hui. Donc c'est un univers qui est totalement opaque, on ne peut pas voir à plus de 2 cm de soi, comme dans un brouillard le plus opaque. Et donc, à mesure que l'univers s'étend, il refroidit. Et donc il refroidit. Bonjour. Bonjour. En fait, depuis qu'il est revenu sur Terre, il dit un peu n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Alors le monsieur là que vous venez voir passer, parce que du coup ceux qui regardent la vidéo ne sauront pas, il est de l'agence Reuters et il est avec nous sur les vols 0G. C'est pas un youtubeur, il fait aussi des vidéos, mais lui il les vend à la télé. Voilà, c'est pas le même business. C'est pas le même business. Ouais. Et donc l'univers est opaque parce que les photons en fait ils peuvent pas le traverser. Bah en fait il y a tellement de trucs autour, il y a tellement d'électrons qui interagissent avec les particules de lumière, les photons, que la lumière elle n'est pas libre de se déplacer n'importe où. Et c'est ça qui définit la transparence de quelque chose, c'est que la lumière elle peut se déplacer très loin. Et donc à cette époque de l'histoire de l'univers, les noyaux d'hydrogène et d'hélium primordiaux, ceux qui ont été construits dans les 3 premières minutes de l'histoire de l'univers, eh ben, ils sont tellement collés ensemble, tellement denses, que c'est impossible pour la lumière de s'échapper. Donc l'univers à cette époque-là est opaque. Mais à partir du moment où tu descends au-dessous de cette température critique de 3000 degrés, eh bien l'univers est assez froid pour que les protons et les électrons se combinent entre eux, les noyaux atomiques et les électrons se combinent entre eux pour former les premiers atomes. Pas les noyaux atomiques, mais les atomes. Les ensembles de noyaux et les électrons qui tournent autour. C'est ça, parce qu'en fait, un atome, c'est pas juste les protons et les neutrons amassés. Un truc. D'ailleurs, comment on appelle un noyau tout seul? Un noyau tout seul. Un noyau tout seul? Non, parce que je suis en train de dire une connerie si je dis des ions. Non, là je dis de la merde, donc on ne va pas le dire. Bah, bon, techniquement, limite, un proton, c'est un ion d'hydrogène. Si ouais, voilà, c'est ça, mais ça s'applique pas pour les noyaux plus gros. Mais on se figure, il faut toujours se figurer l'atome comme donc un noyau avec des protons, des neutrons et toute la série d'électrons qui tournent autour. Exactement. Et Sinon, le truc avec la lumière, c'est que ça interagit beaucoup plus avec des particules chargées, comme des protons et les électrons, qu'avec des particules neutres, comme des atomes. Parce que l'atome, elle est électriquement neutre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un atome. Les différentes particules s'attirent entre elles, trouvent un équilibre dans la constitution de l'atome. Exactement. Et donc à partir de ce moment de recombinaison, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers a atteint une espèce de neutralité qui fait que la lumière, elle peut se balader. Et cette lumière, on l'aperçoit aujourd'hui encore, elle imprègne tout l'univers, elle est partout. Et elle rayonne aujourd'hui à 3 degrés au-dessus du zéro absolu, mais elle rayonnait à l'époque à 3000 degrés. Donc ce rayonnement-là, c'est le rayonnement le plus primordial qu'on peut obtenir de l'univers. Et voilà, on peut même dire que c'est la première lumière émise par l'univers, même si les photons étaient déjà là, mais c'est les premiers photons que nous, on peut percevoir de cette époque-là. Alors par contre, je sais plus comment on en est arrivé là, je suis un peu perdu. Eh ben justement, on parlait de la chronologie qui nous permettait d'arriver aux galaxies. Ah oui, c'est ça, ouais, voilà. Donc on peut reprendre. Donc on peut reprendre sur cette base-là. Donc à partir de ce moment où l'univers a pu émettre son fond diffus cosmologique,
Et ben l'univers à cette époque, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, et ben l'univers il est toujours très simple, c'est-à-dire qu'il est toujours ce gaz d'hydrogène et d'hélium, un petit peu homogène et isotrope, donc partout pareil et partout pareil dans toutes les directions. Et donc mais dans ce champ de matière, dans ce gaz primordial, il y a des minuscules fluctuations de densité qui apparaissent et qui sont issues des fluctuations initiales qui ont été grandies par l'expansion de l'univers, ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, on a ce gaz-là qui contient des petites fluctuations de densité de matière, donc certaines zones sont plus massives que d'autres, et à partir de là... Simplement plus denses, donc elles vont plus facilement attirer encore plus la matière à Exactement. À partir de ce moment-là, les gros amas de matière deviennent de plus en plus gros, et ça cascade jusqu'à arriver à une distribution de matière qui aujourd'hui est répartie sous la forme de filaments de gaz, qui sont les plus grandes structures de l'univers. On appelle ça la toile cosmique. Et sur ces filaments de gaz, on a ce qu'on appelle des galaxies et des amas de galaxies qui se forment. Donc on pense aujourd'hui que le scénario... Quand on pense à ces filaments, on parle quand même de quelque chose de très très vaste. C'est-à-dire que ces filaments sont constitués d'amas de galaxies. Absolument. C'est des millions d'années-lumière de longueur ou de diamètre selon ce qu'on regarde. Donc ça ressemble un petit peu... Il y a des très belles images. Alors on comprend ces structures-là essentiellement avec des simulations numériques. Mais on voit bien les films de ces simulations numériques. Tu peux peut-être en montrer une. Oh bah, je n'y manquerai pas. Qui partent de l'univers primordial qui est extrêmement homogène et qui finit par former des énormes filaments sur lesquels se tissent des galaxies qui sont toutes rikiki par rapport à ces filaments. Et voilà. Et donc, tiens, justement, on peut enchaîner aussi, parce que bon, là, on parle de gaz. Alors bon, à l'échelle de l'univers, ça crée ces fameux filaments, mais à une échelle un petit peu plus réduite, qui reste quand même très large, très vaste, on a ces nuages de gaz qui se condensent à certains endroits de telle manière qu'ils finissent par entamer des réactions thermonucléaires. C'est ce qu'on appelle... Exactement. Et c'est une étoile. Voilà. Et ces étoiles, elles-mêmes, se sont mises à s'organiser dans de grandes structures, mais je crois que de toute façon, tu as fait ta thèse là-dessus. Donc tu vas pouvoir nous en parler un peu. Du coup, on va peut-être enchaîner un petit peu sur comment on est arrivé à des structures aussi complexes que des galaxies. Parce que finalement, tu crées des étoiles les unes à côté des autres, bon, ça fait un tas d'étoiles. Mais si tu regardes Andromède ou la Voie lactée ou... Qu'est-ce qu'il y a comme galaxie qui est encore vachement belle et bien organisée? La galaxie du triangle, la galaxie... Voilà, il y a plein de galaxies. Bon, on voit que c'est pas juste Enfin, si, c'est le fruit du hasard, mais c'est pas juste un tas d'étoiles. C'est pas une grosse galaxie elliptique. Alors, il y a plusieurs types de galaxies. Mais justement, le gros tas d'étoiles, c'est la galaxie Le elliptique. gros tas d'étoiles qui ressemble à un ballon de rugby, c'est une galaxie elliptique. Le gros tas d'étoiles qui ressemble à un sombrero, c'est une galaxie en spirale. Ouais, ou lenticulaire. Non, mais parce que je me gourre toujours entre elliptique et lenticulaire. C'est pour ça que je voulais juste être sûr de pas... Alors, la nomenclature des galaxies, c'est un bordel monstrueux. Et je trouve pas ça très intéressant au final. Hein, mais ça reste très joli quand tu veux voir des types de galaxies. Ça vaudrait peut-être le coup de faire une vidéo sur la nomenclature des galaxies. Si tu veux. Alors, pas maintenant, hein, mais disons que... Je sais pas, moi, ouais. Je pense que moi, je prendrai le temps d'en parler un jour. Ne serait-ce que simplement ce que Hubble a décidé de catégoriser. Qui n'était pas le seul d'ailleurs, il y a eu plein de classifications après Hubble et, ouais, mais moi j'aime bien celle et avant Hubble. Parce que Hubble, il y a moyen de raconter l'histoire avec le satellite et tout. Je vais pas expliquer maintenant comment je ferai la vidéo. Ok. Mais alors du coup, vu que c'est un sujet que normalement tu maîtrises un petit peu, dis-nous comment on arrive d'un nuage de gaz à une galaxie. Eh ben, si tu laisses la gravité faire son œuvre pendant des milliards d'années, ce que ça va donner, c'est des galaxies. Et le scénario aujourd'hui qui est le plus privilégié pour expliquer la formation des galaxies, c'est ce qu'on appelle le scénario hiérarchique. Donc le scénario hiérarchique de la formation des structures, c'est le nom complet, il nous dit que quand tu pars d'un nuage de gaz homogène avec des petites fluctuations de densité, les petites structures vont se former en premier. Donc essentiellement les étoiles, les nébuleuses, voilà. Ces structures-là vont se former en premier.
et vont s'agréger entre elles, vont se fusionner entre elles pour donner des structures plus grandes. Donc là on parle de nuages de gaz qui collapsent, qui s'effondrent sur eux sous l'effet de leur propre gravité. Parfois ça donne lieu à de la fusion thermonucléaire au centre, parce que le gaz il est tellement surchauffé que ça va déclencher des réactions de fusion nucléaire. Et donc là, ça je résume juste pour ceux qui ne suivraient pas, voilà, c'est ce qu'on appelle communément une étoile. Voilà. Et donc ces étoiles vont s'arranger progressivement en galaxies, et ces galaxies vont s'arranger progressivement en amas de galaxies. Donc on pense aujourd'hui que les petites structures se forment au départ et forment des grandes structures. Et ça, on a des simulations numériques qui nous le montrent. On n'en est pas encore totalement sûr, mais disons on observe des plus petites galaxies dans l'univers le plus lointain, donc qui correspond à l'univers primordial, que des galaxies aujourd'hui qui sont beaucoup plus grandes, donc quelque chose comme 4 à 5 fois plus grandes pour certains types de galaxies. Donc voilà, donc il s'est passé quelque chose dans leur vie de galaxie pour grandir. Elles ont mangé de la soupe. Elles ont peut-être mangé de la soupe. Alors il y a plusieurs solutions. Il se trouve que l'évolution des galaxies, pour avoir bossé dedans pendant 3 ans, c'est un bordel pas possible pour démêler plusieurs scénarios possibles. Non mais c'est pas grave, tu passes dans le champ. Ouais voilà, mais oui, c'est pas grave, tu passes dans le champ. Je suis pas fou. Tiens, tu sais quoi, viens dire bonjour, viens dire bonjour. Ouais, c'est bon. Mais absolument pas. Alors vas-y, donc du coup, Seb, t'as le droit de dire qui elle est. Viens te mettre à côté de lui, sinon. Bonjour, Lucie Poulet, doctorante en... J'ai oublié sur quoi tu travailles. Génie des procédés. Génie des procédés, j'y arriverai jamais, mais il faut... Non, mais ça veut pas dire grand chose comme ça. Sur la croissance des plantes dans l'espace. Voilà, et elle fait pousser des épinards dans les vols 0G. Ce qui est quand même pas mal à expliquer dans des dîners mondains. Ça amène pas mal de questions. Ou dans des vidéos. Pas sur les galaxies. Pas encore, mais on peut y venir. Tout est lié. Bon bah voilà, c'est tout. Salut. Par contre, du coup, j'ai perdu le film maintenant. C'était un bordel gros pas bordel possible dans les galaxies, c'est ça. Donc il y a un énorme bordel dans la formation des galaxies, parce qu'une galaxie, c'est une bête extrêmement complexe. Il lui arrive plein de choses dans sa vie. Donc sa vie, elle va être déterminée par les populations d'étoiles qui vont habiter cette galaxie. Donc une galaxie, on peut voir ça comme une espèce de grande ville d'étoiles, une mégapolis, une mégapole d'étoiles. Et donc il y a plusieurs populations d'étoiles selon leur masse, et donc selon leur masse ils auront des températures différentes, donc ils vont rayonner des lumières différentes. Et donc voilà, on a plusieurs populations d'étoiles qui est générée à partir de la masse de gaz initiale qui est présente dans la galaxie, dans la proto-galaxie. Et les propriétés lumineuses des galaxies vont être essentiellement modelées par ces rayonnements des différentes étoiles. Mais pas que, il y a aussi de la poussière interstellaire qui va rentrer en jeu, qui est essentiellement produite dans des nuages de molécules. Donc ça c'est de la poussière interstellaire, ça va avoir tendance à rougir l'image des galaxies. Je vais peut-être dire une connerie, ouais, mais je vais te poser la question parce que ça c'est un truc que du coup je sais pas. Je t'écoute. Est-ce que ce sont les taches rouges qu'on voit sur les photos, genre les photos bien détaillées d'une galaxie? Même moi, quand j'ai photographié les chiens de chasse, une belle petite tache rouge dedans, c'est bien de ça dont on parle? Alors, dans les galaxies, la poussière, elle fait plutôt des énormes filaments autour du disque des galaxies. C'est des nébuleuses. Des nébuleuses, oui. En émission tu peux voir ça comme une nébuleuse, mais c'est étendu sur toute la structure de la galaxie. Des points rouges, c'est des nébuleuses en émission, du coup, plutôt qu'on voit exactement. C'est plutôt des points roses. Généralement, ils sont roses. Et ça, c'est des nuages d'hydrogène. C'est des nuages d'hydrogène dans lesquels se forment des étoiles. Donc c'est bien ce que je pensais. Oui. C'était pas. C'est des régions de formation d'étoiles. Ok. Voilà. Donc on parlait pas de la même chose. Donc justement, une galaxie, ça comporte aussi ces zones de formation d'étoiles qui émettent des rayonnements très particuliers, qui sont assez rougeâtres généralement. Tu as aussi tout ce qui se passe après la mort des étoiles. Donc tu as des étoiles à neutrons, tu as des naines blanches, tu as des trous noirs qui viennent de la mort brutale des étoiles très massives. Tu as aussi dans chaque grosse galaxie un trou noir supermassif de plusieurs millions à plusieurs dizaines de milliards de masses solaires, de fois la masse du Soleil donc. Et donc dont on pense que la formation des trous noirs supermassifs est liée à la formation des galaxies elles-mêmes, mais sous un processus qu'on ne comprend pas encore très bien.
mais disons que certaines quantités sont corrélées avec la masse des trous noirs supermassifs et de comment est-ce qu'ils tournent. Donc voilà, il y a plusieurs indicateurs qui font que la vie d'une galaxie, c'est très compliqué. Et donc selon l'environnement dans lequel se trouve une galaxie, en plus, si elle se trouve dans un amas de galaxies, elle va pas avoir les mêmes formes et les mêmes couleurs qu'une galaxie qui se trouve un petit peu isolée. Elle va être influencée par la gravité de ses voisines. Exactement, et pas que par la gravité, aussi par le gaz, par la température du gaz. Alors il faut savoir que le gaz intergalactique, il est généralement très chaud, entre plusieurs dizaines de milliers et plusieurs dizaines de millions de degrés. Donc voilà, ça va agir sur les galaxies en elles-mêmes, dans la forme qu'elles vont avoir et dans leur couleur qu'elles vont avoir. Donc ce qui peut se passer aussi dans la vie d'une galaxie, c'est qu'elle peut fusionner avec ses voisins. Donc ça, c'est ce qui va arriver normalement dans 5 milliards d'années avec la galaxie d'Andromède. C'est dommage qu'on va rater ça quand même. Il suffit de trouver un moyen de vivre 5 milliards d'années ou de faire des simulations informatiques qui nous permettent de le voir en 5 secondes. Ah ouais, mais c'est pas pareil que de lever les yeux et puis voir 2 galaxies dans le ciel au lieu d'une. Clairement. Et puis en plus, la fusion de 2 galaxies comme ça risque de donner naissance à pas mal de nouvelles étoiles. Généralement, c'est le cas. Pas tout le temps, ça dépend du contenu en gaz des galaxies primordiales, on va dire, celles avant qu'elles se fusionnent entre elles. Mais dans la plupart des cas, ça donne effectivement lieu à ce qu'on appelle une flambée de formation d'étoiles. C'est-à-dire que c'est des échelles qui sont grandes par rapport aux échelles humaines, mais disons en plusieurs centaines de millions d'années, ce qui est très court pour une galaxie, tu auras de la formation d'étoiles qui est 100 fois, 1000 fois plus grande que le taux de formation d'étoiles d'une galaxie isolée. Par contre, ce que les gens imaginent souvent, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les vidéos de fin du monde, c'est comment le monde va finir et tout. Alors d'abord, il y a le soleil qui explose, il y a machin et truc. Et on parle souvent d'Andromède qui va entrer en collision avec la Voie lactée. Et les gens voient ça comme putain, on va se prendre une galaxie sur la gueule. Mais sauf qu'il y a un truc qu'il faut savoir quand même, c'est que statistiquement, le risque que le système solaire se prenne une autre étoile sur la gueule est vraiment très faible parce que l'espace entre les étoiles est tellement grand que juste statistiquement. Exactement, c'est comme si 2 nuages s'interpénétraient, il se passe rien d'autre, c'est pas plus violent qu'autre chose et ça se passe sur des échelles de temps qui se comptent en milliards d'années. C'est ça. Donc, Et par contre, c'est la déstabilisation de tous ces nuages de gaz qui sont à l'intérieur des galaxies, de par les interférences de gravité de tout ce qui va se mélanger, qui va créer ces nouvelles étoiles. Et moi, ce que je trouve ultra stylé dans la collision entre Andromède et la Voie lactée, c'est que cette collision, elle va arriver avant la mort du Soleil. C'est-à-dire que notre Soleil, à l'époque de la collision, enfin de la fusion plutôt, aura atteint son statut de géante rouge. Donc il aura gonflé un petit peu, il aura englobé les planètes les plus proches du système solaire, mais le système solaire existera toujours à cette époque-là, et on aura un Soleil rouge, si il y a des extériens qui ont migré vers l'extérieur du système solaire pour le voir. Mais, et donc voilà, la fin du monde sera bien après la collision entre Andromède et la Voie lactée. Et donc ça, c'est plutôt intéressant pour nos descendants qui vont voir un spectacle sympa, la disparition de la structure d'une galaxie. Et donc à la fin, ça va nous donner une galaxie qu'on appelle elliptique, c'est-à-dire un gros ballon de rugby d'étoiles, une espèce d'œuf cosmique qui a un petit peu perdu sa belle structure, ses beaux bras spiraux. Qui sera amené à se reformer en galaxie spirale par la suite. Ça dépend en fait, s'il reste du gaz, c'est possible. C'est ça, peut-être. Donc si on attend encore longtemps et si on les laisse tranquilles. S'il n'y en a pas une qui vient rajouter son grain de sel, c'est ça. Donc on ne sait pas aujourd'hui exactement combien une galaxie moyenne va fusionner avec d'autres galaxies pour donner les structures qu'on a aujourd'hui. On a des chiffres de l'ordre de 4 ou 5. Donc une galaxie spirale normale va connaître entre 4 et 5 périodes de fusion avec d'autres galaxies pour pouvoir avoir des belles... les tailles qu'elles ont aujourd'hui. Mais tout ça reste très spéculatif. Regarder l'univers lointain et l'univers proche et comparer les deux, ça reste très difficile parce que ça demande énormément de temps de télescope pour observer des structures qui sont très très faibles et qui ne brillent et qui sont très 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 peu brillantes. Alors je reviens juste sur ce que tu viens de dire là, en tant que télescope. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos sur l'astrophoto réflexe, au pire allez les voir, ça vous donnera déjà une petite idée. Mais quand on fait une photo du ciel profond, c'est dans le principe comme faire une photo avec un appareil photo standard, c'est-à-dire on expose un capteur sensible à la lumière et on fait la photo.
Donc, on va finir sur une question pour éviter que la vidéo soit trop longue. Vu que l'univers est en expansion, est-ce que l'avion qui est derrière toi, là, il est en expansion aussi? Eh ben non, parce que l'expansion de l'univers, elle touche que les plus grandes structures de l'univers. Hein. Tout ce qui dit à partir des amas et des amas d'amas de galaxies, on peut dire qu'elles sont influencées par l'expansion. Par C'est contre, dommage quand au-dessus, même parce que s'il avait été en expansion, on aurait eu plus de place dans la zone de free float pour faire les cons. ouais, mais t'aurais peut-être pas envie de te faire étirer toi-même. Hein. Donc, Parce qu'en fait, la conception que certains ont de l'expansion de l'univers, c'est juste que l'univers change d'échelle et grandit dans son ensemble. Mais non. non, pas vraiment. Donc on parle plutôt des très très grandes échelles qui sont affectées. Donc à partir des amas de galaxies, quoi. À partir des amas et des amas d'amas de galaxies, elles sont affectées par l'expansion de l'univers. Au-dessous, c'est la gravité qui prend le dessus. Et donc toutes les structures, amas de galaxies, étoiles, etc., sont essentiellement liées par leur gravité. Donc elles ne grandissent pas. Donc elles ne grandissent pas. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le comprend. Donc, il y a un truc encore plus stylé que l'expansion de l'univers, c'est l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, il se trouve que depuis 1998, on a observé, donc il y a une équipe internationale constituée entre autres d'Australiens, qui a observé des explosions d'étoiles très très lointaines dans l'univers, des supernovas de type 1A, des supernovae de type 1A, comme on les appelle. Donc c'est un système double d'étoiles qui se transfère de la masse et à partir d'un moment, l'autre elle acquiert tellement de masse tellement vite qu'elle explose. Et donc cette explosion, on la voit depuis l'autre bout de l'univers. Et il se trouve qu'en regardant ces objets lointains, on découvre, on interprète le résultat de la lumière qu'ils nous envoie en disant que depuis 5 à 6 milliards d'années, l'expansion de l'univers s'accélère. Et pourquoi il s'accélérerait? Je veux dire... toutes les structures de l'univers, elles sont massives, elles ont, à part la lumière, mais toutes les structures de l'univers sont massives, tous les filaments de la toile cosmique, tous les amas de galaxies. Tout ça, ça devrait, par sa gravité, retenir l'expansion de l'univers. Exactement. Mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment pas du tout le cas depuis 5 à 6 milliards d'années. Donc à peu près à la moitié de l'histoire de l'univers, il s'est passé un truc. Il y a une espèce d'énergie sombre, d'énergie noire qui a pris le relais. Alors je dis énergie sombre et énergie noire, c'est des mots qui ont été mis pour cacher notre ignorance, enfin pas la cacher mais au moins la révéler. Mettre des mots sur notre ignorance, c'est déjà un pas pour s'en défaire. Et donc grâce à cette énergie noire, une espèce d'énergie du vide qui crée de l'espace-temps et qui éloigne les grandes structures entre elles, et ben on a l'univers tel qu'on l'a aujourd'hui. Et il se trouve que si on fait des simulations numériques qui reproduisent l'histoire de l'univers tel qu'on le comprend avec de l'énergie noire et de la matière noire, mais ça c'est un autre problème, et du gaz, on reproduit toute la physique, on arrive à reproduire statistiquement les mêmes structures qu'on observe avec des télescopes, avec nos simulations informatiques. Et c'est quand même drôlement chelou parce que cette énergie noire, cette matière noire, on veut la mettre là, mais quand on regarde, on voit rien. On voit rien. Alors, on voit indirectement certains des effets de ces deux phénomènes. Hein. On ne sait pas si ce sont même des choses, on peut les appeler des choses, des forces, des interactions, des phénomènes, on ne sait pas trop. Peut-être une énergie du vide, on ne sait pas. Mais on en a besoin. Pour l'instant, aujourd'hui, on en a vraiment besoin pour comprendre l'univers. Et donc peut-être qu'on a mal compris comment la gravité se comporte aux très grandes échelles. C'est parfaitement possible. Dans ce cas-là, il faut changer les équations de la relativité générale à très très grandes échelles et il faut rajouter quelque chose. Ou alors, on a des choses qu'on n'a pas vues dans nos télescopes parce qu'ils n'émettent pas de lumière et ils sont responsables de cette antigravité qui éloigne les filaments de la toile cosmique entre elles. C'est aussi possible. Donc pour l'instant, on est dans un énorme flou artistique depuis 1998. Ça montre quand même bien une chose, c'est que la recherche a de beaux jours devant elle. On Tout à est fait. loin d'avoir tout découvert. Mais c'est toujours comme ça avec la science. Hein. On n'a jamais des réponses absolues. On a toujours de nouvelles questions qui apparaissent, mais toutes les questions qui apparaissent sont de meilleures questions, qui nous permettent d'atteindre de manière plus proche la vérité ou la réalité. Donc on s'en approche de plus en plus, mais on l'atteindra jamais, parce qu'on posera toujours de nouvelles questions. Et c'est ça qui est fascinant, et c'est pour ça qu'il y aura que le métier d'astrophysicien ou de chercheur en général s'arrêtera probablement jamais. Et c'est nickel. Voilà. Tant mieux. Comme ça, peut-être qu'à la fin de ta thèse, tu auras du travail.
S'il y a des gens qui regardent Astrono... Pourquoi je regarde cet appareil-là? S'il y a des gens qui regardent Astrono Geek et qui bossent dans un, je sais pas, un labo, qui ont besoin d'un astrophysicien ou n'importe quoi, sachez qu'il va être d'ici à ce que la vidéo soit sortie, il sera sur le marché du travail. Alors moi, je pense qu'on devrait le garder un peu pour nous sur YouTube, qui se décide à faire un peu plus de vidéos, ce qui va avoir le temps. C'est probablement prévu. C'est probablement prévu. Je peux pas prévoir à long terme, disons que sur le court terme, c'est très prévu. Mais alors aussi, donc vous le verrez pas au montage parce que je vais essayer d'être suffisamment habile. Mais au cas où on a mal tourné ce truc avant et que ça a été coupé, parce que les caméras se sont coupées, j'ai dû les relancer. J'ai un pet de cerveau, pardon. Sébastien a... Putain, j'ai du mal. Sébastien a participé à des vidéos de String Theory sur... Et bien sûr, comment fonctionnent les images d'astronomie, comment on les acquiert, et pourquoi est-ce que les couleurs de l'univers telles qu'on les voit sur les photos sont pas des vraies couleurs, et pourquoi c'est pas grave que ce soit pas des vraies couleurs, c'est pas une manipulation de la NASA, on en a besoin pour comprendre des trucs. C'est peut-être, il y a une partie de Photoshop, mais il y a une partie de vraie science derrière, et donc ça c'est important de le dire. Et il y aura un autre épisode bientôt sur les visages de Mars, et pourquoi est-ce qu'on voit des visages partout dans le cosmos. C'est ça. Et donc, si j'ai insisté pour lui faire dire ça, c'est parce qu'il faudrait que vous alliez voir ces vidéos sur String Theory. Ça serait vachement bien. Et abonne-toi. Voilà, exactement. Je pense que cette vidéo a déjà été assez longue. Je vais déjà bien rigoler au montage. Donc, on va conclure. Pour en apprendre plus sur les galaxies, l'expansion de l'univers et tout, que font les astronomes? Ils cherchent. Non. Astro stylé. Non, non. Ils sont. Ils lèvent les yeux vers le ciel et ils sont astronogeeks. Oui. Il m'a forcé à dire ça. Merci Seb. Et couper, c'est dans la boîte.